Les amis, c'est votre rendez-vous d'avant week-end de course. Avant d'attaquer 4 grands prix en 5 semaines, place à votre rendez-vous au premier virage. Questions-réponses ici en Autriche. C'est parti. Alors ça change quoi? Eh bien ça change déjà que l'investissement il est très important. 200 millions sur la table posée, c'est une augmentation du capital pour l'équipe. C'est aussi cette arrivée d'argent frais, la possibilité pour l'écurie de rembourser une partie de ses dettes au groupe Renault. On parle ici d'Alpine qui va rembourser une partie de ses dettes au groupe Renault, mais également d'investir dans l'écurie, dans des outils, peut-être même dans des employés de haute qualité que l'écurie voudrait recruter. Ça permet en tout cas d'avancer, de consolider les bases d'une écurie qui était déjà assez solide. Et puis ça permet autre chose aussi. Ça permet d'annoncer à tout le monde sa valeur parce que en annonçant une augmentation de son capital et la vente d'une partie de son écurie à hauteur de 200 millions, eh bien on peut estimer la valeur de cette équipe, d'autant que dans la tractation ne rentre pas en jeu la partie moteur à Viry-Châtillon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette écurie de Formule 1 Alpine, comme beaucoup d'autres, dépasse le milliard de valeur au total. Et c'est un bon signe à envoyer vers la communauté internationale. Ça peut avoir une valeur stratégique, effectivement, l'emplacement d'une écurie, selon qu'elle soit au début de la voie des stands ou à la fin. Ce qui peut être pénalisant pour une équipe, c'est d'être la première dans la voie des stands. Souvenez-vous au Grand Prix de Hongrie, lorsque Lewis Hamilton avait décidé d'aller seul sur la grille de départ, c'était en 2021, alors que toutes les autres équipes étaient rentrées au stand. S'il était rentré en même temps que tous les autres pilotes, il aurait pris la première position dans l'allée des stands, mais aurait été bloqué parce que toutes les autres voitures seraient passées au même moment et lui n'aurait pas pu repartir assez rapidement une fois ses pneumatiques changées. Donc cette position, dans certains cas très particuliers, peut être handicapante, mais ce peut être aussi un avantage, parce qu'il se peut que la voie des stands soit étroite, comme à Monaco par exemple, et il est plus facile d'être le premier garage sur lequel on vient directement trouver sa place que de devoir contourner des mécaniciens, des pistolets pneumatiques et leurs câbles en allant plus loin dans la voie des stands. Donc oui, stratégiquement, on peut avoir un avantage et plus de confort à se trouver au tout début ou à la toute fin de la voie des stands. C'est pas impossible, Théo, qu'on assiste à la qualification la plus serrée de la saison. Tu as raison, le tracé est court. Ce n'est pas le plus court du championnat. Il y a Monaco qui est vraiment le plus petit circuit du championnat, mais qui est très particulier. Par contre, au chronomètre, oui, c'est le circuit le plus court de l'année. La meilleure pole position réalisée ici s'est fait juste au-dessus de la minute, 1 minute 02. Donc on est très proche de la minute au chronomètre. Et ça, c'est rarissime en Formule 1. Et puis, si l'on prend l'historique des qualifications disputées ici sur le Red Bull Ring, eh bien, on constate que sur les 8 dernières séances de qualification disputées ici, 5 ont séparé le poleman de son dauphin, le second sur la grille, de moins d'un demi-dixième de seconde. 50 millièmes d'écart lors des 5 pole positions sur les 8 disputées dernièrement ici. La plus serrée a même été en 2019 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Il n'y avait que 11 millièmes d'écart entre les deux sur la grille. Donc sur un petit tracé avec peu de virages comme celui-ci, difficile de faire la différence, il faut s'attendre à une grille de départ extrêmement compacte en termes de chronomètre. Question intéressante effectivement parce que le temps de soufflerie alloué aux écuries dépend de leur classement. Alors, on prend dans un premier temps le classement à la fin d'une saison de Formule 1, en l'occurrence fin 2022, et mieux vous êtes classé, moins vous avez de temps à passer en soufflerie. Lorsque vous êtes au milieu de ce classement constructeur, vous avez une équivalence de 100%. Et puis si vous êtes moins bien classé que l'écurie au milieu du tableau, eh bien vous avez plus de temps. Et si vous êtes au-dessus, vous avez moins de temps. Mais ce compteur, il est remis à zéro à mi-saison. Et c'est ce qui se passe maintenant autour du 1er juillet, à savoir qu'on reprend le classement actuel et non plus celui de la saison dernière. Donc une écurie comme Aston Martin, qui était beaucoup plus bas dans le classement l'année dernière, va se retrouver maintenant en 3e position du championnat et donc va avoir moins de temps de soufflerie sur la deuxième partie de cette saison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour de ce 1er juillet où nous nous trouvons, eh bien, le programme des écuries de Formule 1, il est déjà quasiment figé pour ce qui est de cette année. Maintenant, toute l'énergie
est focalisé et distillé sur la saison 2024. Donc tout ce qui va se passer en soufflerie à partir de maintenant va servir à la saison prochaine. Donc l'avantage ou le désavantage ne va plus concerner le championnat en cours, mais peut-être la nouvelle voiture qui fera ses débuts en 2024. Il se peut donc que Aston Martin, qui d'un seul coup se retrouve avec moins de temps de soufflerie, ait moins de facilité à produire une très très bonne voiture pour le début de la saison prochaine, bien qu'elle va capitaliser sur ce qu'elle a maintenant entre les mains. En tout cas, voilà, pour ce qui est du travail et du temps alloué aux équipes, tout ce qui se fait à partir du 1er juillet, on peut quasiment considérer que c'est uniquement en vue de la saison prochaine. Les pilotes de Formule 1 savent qu'ils peuvent activer leur DRS parce qu'ils ont un bouton lumineux sur le volant qui s'allume lorsqu'ils sont dans la zone d'activation du DRS et qu'ils respectent la règle, à savoir se trouver à moins d'une seconde de la voiture qui les précède. Il s'agit en fait de GPS qui sont placés sur les voitures, qui sont extrêmement précis, à quelques centimètres près, et qui donc, à l'instant où ils passent la ligne de détection, sont capables de dire si telle ou telle voiture se trouve bien à moins d'une seconde ou à plus d'une seconde de la voiture devant. Si tel est le cas, à moins d'une seconde, au moment de la zone d'activation, ils vont déjà avoir ce bouton allumé, ce voyant allumé sur leur volant. Ils savent donc, à l'endroit où se trouve la ligne d'activation, que s'ils appuient sur le bouton du DRS, celui-ci va s'ouvrir. S'ils n'ont pas respecté cette règle, premièrement, le voyant ne s'allumera pas, et même s'ils essayent de toute leur force d'appuyer sur le bouton DRS, celui-ci refusera de s'ouvrir parce que les GPS auront calculé qu'ils n'étaient pas dans cette seconde et qu'ils ne peuvent donc pas l'ouvrir. Ça, c'est pour l'activation. À eux, par contre, dès qu'ils passent la ligne, de bien appuyer, de ne pas tarder à appuyer sur le bouton. Certains, des fois, oublient un petit peu. Pour ce qui est de refermer le DRS, on l'a déjà expliqué, plusieurs méthodes possibles. Soit enlever le pied de l'accélérateur et au-dessus d'une certaine décélération, le DRS va se refermer tout seul. Toucher à la pédale de frein permet aussi de faire retomber l'aileron arrière mobile, le DRS, ou alors simplement en appuyant sur le bouton. Si un pilote arrive sur un virage assez rapide et où il n'aura pas besoin de toucher au frein, c'est à lui d'appuyer sur le bouton une nouvelle fois pour refaire tomber ce DRS. C'est vrai que Daniel Ricciardo arrive à un moment important de l'année et peut-être même de sa carrière. On sait maintenant qu'il a envie de revenir en Formule 1 en tant que titulaire, sa motivation semble être là, mais il va maintenant devoir faire à nouveau ses preuves, même s'il a déjà remporté des Grands Prix, même s'il a été brillant par le passé. Helmut Marko, le patron des pilotes chez Red Bull, attend de le tester et il va en avoir l'occasion. 3 journées de tests sont prévues après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Ça se passera donc dans une grosse dizaine de jours. Ce seront des tests pneumatiques Pirelli. Daniel Ricciardo va effectuer ces 3 journées pour le compte de Red Bull. Ça va permettre à l'écurie autrichienne de voir où en est Daniel Ricciardo et s'il a toujours ce talent qui l'a fait briller par le passé. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, il faut aussi qu'une place éventuellement se dégage pour lui et on pense évidemment à Nyck de Vries qui a certes connu des difficultés depuis le début de la saison, mais qui pour autant a été capable plusieurs fois ces derniers Grands Prix de devancer en qualification comme en course son coéquipier Yuki Tsunoda. Donc ça va dépendre de différents facteurs comme toujours, notamment du niveau de Nyck de Vries sur la deuxième partie du championnat, sur le niveau que sera capable ou non de retrouver Daniel Ricciardo également, mais tout n'est pas perdu pour l'Australien et un retour en Formule 1 aujourd'hui est une possibilité qui n'est pas totalement ubuesque. Alors là, on parle de pilotage et de physique pure et dure. Imaginez un disque, une assiette que vous mettez sur un axe. Si vous faites tourner tout doucement cette assiette et que vous la serrez avec vos 2 doigts, vous allez l'arrêter instantanément, cette assiette. Elle va se bloquer. Il faut imaginer évidemment que c'est la roue et que vos 2 doigts représentent les étriers de frein et les plaquettes de frein qui viennent saisir le disque de frein. Donc si elle tourne tout doucement, évidemment, si vous mettez une pression forte, vous allez l'immobiliser immédiatement. Maintenant, si vous faites tourner cette assiette extrêmement vite et que vous appliquez la même pression sur cette assiette, vous imaginez bien qu'elle va mettre un peu plus de temps à s'arrêter et que si vous maintenez la même pression sur cette assiette, elle va finir par s'arrêter et se bloquer. Eh bien, une roue de Formule 1, avec un système de freinage à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Plus la roue tourne vite, donc plus la voiture va vite, plus le pilote peut écraser la pédale de frein sans bloquer la roue à ce moment-là. Mais plus la roue va décélérer, et plus si la pression reste la même sur cette roue, plus les chances de bloquer cette roue vont être importantes. C'est pour ça qu'en Formule 1, on parle de freinage dégressif.
Quand vous approchez d'un stop ou d'un feu rouge, dans une voiture de tous les jours, on fait ce qu'on appelle un freinage progressif. On appuie de plus en plus fort sur la pédale de frein jusqu'à ce que notre voiture s'arrête. En Formule 1, c'est le contraire, c'est un freinage dégressif. C'est-à-dire que quand la voiture est à très haute vitesse, le pilote écrase la pédale de frein, c'est ce qu'on appelle un pic de freinage, très haut. Par contre, pour éviter le blocage de roue, eh bien, progressivement, le pilote va enlever de la pression sur sa pédale de frein, puisque la roue ralentit de plus en plus, et que plus elle ralentit, plus elle a de chances de se bloquer si on continue à appliquer la même pression. C'est le fameux freinage dégressif en Formule 1. On freine d'abord très fort, et ensuite on réduit la pression sur la pédale de frein. C'est comme ça qu'on arrive à éviter les blocages de roue. Parfois, c'est impossible de les éviter, ou parfois le pilote continue à trop appuyer sur sa pédale de frein, et le blocage de roue est inévitable. Et puis, il peut être favorisé, ce blocage de roue, si la voiture est en appui. Mettons qu'elle est en appui dans un virage à droite, eh bien, c'est la roue gauche qui reçoit le plus de pression, mais la roue droite est ce qu'on appelle délestée, et elle peut encore plus facilement se bloquer. Voilà pourquoi on arrive parfois à avoir des blocages de roue en Formule 1.